Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TMTV au sommaire de ce mercredi 8 juillet. Le prix en rayon est-il bien celui que vous payez en caisse? Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux a conduit les autorités à ouvrir une enquête. Affichage des prix, obligation des commerçants, droits des consommateurs, on fait le point. Des ambitions clouées au sol. Un mois après son lancement, Motolink fait déjà face à un sérieux revers. Son unique appareil est immobilisé après un incident au sol. En attendant les réparations, les pertes d'exploitation s'accumulent. Et si les bus avaient bientôt leur propre voie? Pour tenter de désengorger la circulation entre Punaouia et Papeete, le pays prépare un important réaménagement de la RDO. Les détails dans notre édition. Près de 2 ans après leur disparition, le combat des familles se poursuit, celui de Mike Gineste et Jacques Paquesso, 2 militaires originaires du Pacifique. Ce mercredi, la sénatrice Lana Tetuanui a porté leur dossier devant le gouvernement. Des sourires, du vent dans les voiles et une parenthèse loin du quotidien. À Tautira, la saga a lancé une nouvelle édition placée sous le signe du partage et de la découverte. Avez-vous déjà payé plus cher en caisse plutôt que le prix affiché en rayon? Une vidéo devenue virale relance la question et pousse la Direction générale des affaires économiques à ouvrir une enquête auprès d'une grande surface de Tahiti. Alors que dit la loi? Quels sont vos droits? Les détails avec Mereteato et Joyana Martinez. Des différences de quelques dizaines de francs, parfois davantage. Ces derniers jours, plusieurs consommateurs affirment avoir constaté un écart entre le prix affiché en rayon et celui enregistré en caisse dans une grande surface de Tahiti. L'affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, a conduit la DGAE à ouvrir une enquête. J'ai remarqué qu'il y avait encore une différence sur le ticket de caisse par rapport au prix que je devais normalement payer. Ça faisait quand même beaucoup de fois sur un intervalle de 7 jours, soit 7 fois. D'autres consommateurs racontent avoir vécu des situations similaires. Pour certains, un simple retour en magasin a permis d'obtenir le remboursement de la différence. Ça faisait déjà 24 heures que les frais en question étaient toujours affichés à 1195 dans le rayon et 1250 à la sortie des caisses. J'ai présenté mon ticket de caisse. La préposée à la caisse centrale m'a remboursé la différence de 55 francs. Mais ce que je manque un peu, c'est qu'il n'y a pas eu d'excuse. Pour la Direction générale des affaires économiques, il convient toutefois de distinguer une erreur d'affichage d'une pratique volontaire. Les contrôles se poursuivent et aucune conclusion n'a encore été tirée concernant l'enquête en cours. C'est des situations qui peuvent arriver parce que compte tenu du nombre de références qu'il y a dans les étals des magasins, ils ont le droit à l'erreur. Je ne dis pas que c'est normal, mais on peut considérer qu'il peut y avoir des erreurs. Et de l'autre côté, on a des opérateurs qui peuvent ne pas vouloir jouer le jeu, effectivement, afficher un prix et ne pas pratiquer ce prix-là à la caisse. La réglementation est en revanche sans ambiguïté. Le prix affiché doit être celui payé par le consommateur. Dans le cas contraire, des sanctions administratives peuvent être prononcées. Le consommateur, quand il va dans les étals, il a un prix qui doit être affiché à côté du produit et qui doit correspondre au prix effectivement pratiqué par le commerçant. À défaut, c'est une sanction. Aujourd'hui, chaque manquement peut être sanctionné d'une amende de 100 000 francs par produit. Le futur code de la consommation, actuellement examiné par l'Assemblée, prévoit de renforcer ce dispositif. Ces pratiques pourraient être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses et à ce moment-là tomber sous le coup d'une qualification délictuelle. Ce qui fait que ce ne serait plus une simple amende, mais le cas échéant, une comparution devant le tribunal correctionnel. Des fois on est pressé, on fait confiance et du coup on va, on paye et on s'en va. Des fois on ne prend même pas le ticket. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais faire plus attention. Dans les rayons de l'enseigne, plusieurs employés étaient occupés à remplacer ou actualiser les étiquettes de prix. Pendant ce temps, la DGAE, avec ses 17 agents assermentés, poursuit son enquête sur les écarts signalés par certains consommateurs.
Et sur le tarmac, c'est un tout autre problème qui se joue. À peine un mois après son lancement, la compagnie de fret Motolink traverse déjà une forte zone de turbulence. Son unique avion est immobilisé après un incident au sol avec des conséquences financières qui s'accumulent chaque jour. Les précisions d'Esther Cuneo et Veitiare Nauta. Les hangars de Motolink sont bien calmes cet après-midi. L'activité tourne au ralenti depuis qu'un incident a immobilisé l'unique appareil de la compagnie. Il y a un peu plus de 10 jours, là, il y a une opération de tractage qui s'est déroulée sur la plateforme dans le but d'amener l'avion d'un point A à un point B pour une opération de maintenance. Et en fait, il y a eu un incident de tractage, impliquant la compagnie et notre prestataire. Dans la manœuvre avec son prestataire de maintenance, Air Tahiti, le train avant de l'appareil a été endommagé. En attendant les résultats des inspections, la compagnie étudie ses options, le rachat d'une pièce ou la location. Ça va être un débat entre assureurs, si on procède à un échange du train, un changement du train ou pas. Du coup, pour le moment, en solution à court terme, c'est la location d'un train éventuellement pour continuer l'exploitation en fait. Et du coup, peut-être rapatrier celui qui équipe l'avion dans un atelier spécialisé en fait. Des options qui ont un coût, 100 millions pour une nouvelle pièce, 3 à 4 millions la location par mois. Aussi, les deux compagnies impliquées s'en remettent à leur assureur. Là, il y a des experts en assurance qui analysent les impacts, sachant que les responsabilités des uns et des autres, et notamment la responsabilité d'Air Tahiti en tant qu'assistant en escale, est encadrée et contractualisée. Mais le temps joue contre Motolink. Chaque journée d'immobilisation coûte cher à la jeune compagnie. C'est 10 jours d'immobilisation, 15 millions, environ 15 millions de recettes sur lesquelles on s'assoit. Et c'est dommage que ça arrive au début, comme ça commençait à bien prendre. Les îles sont assez satisfaits de ce qu'on fait. Et voilà, on faisait des choses quand même qui n'ont jamais été faites. Et ça commençait à prendre. C'est juste dommage que ça s'arrête là au milieu, au bout d'un mois déjà. Les conclusions des experts devraient déterminer l'étendue des réparations et les responsabilités de chacun. D'ici là, l'unique avion de Motolink reste cloué au sol, sans date de reprise annoncée. Des transports aériens aux transports terrestres, les difficultés ne sont pas les mêmes, mais elles concernent tout autant le quotidien des Polynésiens. Cette fois, direction la RDO, où le pays veut s'attaquer aux embouteillages en créant une voie réservée aux bus entre Punaouia et Papeete. Un chantier attendu dont les premiers travaux devraient débuter en 2027. Reportage d'Oriano Tefao et Naya Bennett. Chaque matin, plusieurs kilomètres de bouchons se forment entre Punaouia et Papeete. Pour améliorer les déplacements, le gouvernement mise sur les transports en commun. Le projet prévoit la création d'une voie dédiée aux bus sur 4,2 km dans le sens Punaouia-Papeete. On va en fait rétrécir la largeur des voies, on va déplacer le terre-plein central sur certaines sections et on va également travailler sur certains ouvrages pour les élargir afin de faire passer la voie en question. Les travaux doivent démarrer au début de l'année 2027 avec un premier appel d'offres attendu dans les prochains mois. L'objectif est de rendre les bus plus rapides et plus attractifs en leur permettant d'éviter les embouteillages. Mais nous, en tant que gouvernement, on estime que c'est un sacrifice qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que la zone urbaine se développe de plus en plus, on voit de plus en plus d'immeubles qui poussent en centre-ville. Ces immeubles, ils génèrent du trafic. Qui dit trafic dit plus de congestion, sauf si on se déplace autrement, sauf si on se déplace par exemple par le biais de transports en commun. Pour les automobilistes, la vitesse sera limitée à 70 km/h au lieu de 90. Selon le gouvernement, cela ajoutera moins d'une minute de trajet en dehors des heures de pointe. À plus long terme, cette voie pourrait également être ouverte aux véhicules transportant plus de 3 personnes. Hier, nous vous faisions vivre les premières réactions des nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, le vice-rectorat dévoile les chiffres. En Polynésie française, le taux de réussite atteint 80,8%, un résultat en hausse par rapport à l'an dernier. Une progression observée dans les 3 filières, générale, technologique et professionnelle. Plus d'un candidat sur 2 décroche une mention. Quant aux 303 candidats convoqués aux épreuves de rattrapage, nous leur souhaitons bon courage.
Retour à présent sur ce dossier qui continue de susciter de nombreuses interrogations. Celui de Mike Gineste et Jacques Paquesso, deux militaires originaires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. Ce mercredi, la sénatrice Lana Tetuanui a saisi la ministre des Outre-mer et souhaite la création d'une commission d'enquête parlementaire. Les précisions de Jeanne Roy et Yann Roy. Jacques Paquesso, originaire de Nouvelle-Calédonie, et Mike Gineste, enfant du Fénois. Deux militaires du Pacifique qui pourraient avoir été séquestrés et tués par une famille du Var. Une affaire totalement hors norme qui s'est invitée au Sénat ce mercredi. Lors des questions au gouvernement, Lana Tetuanui a interpellé l'exécutif national. Selon les faits relatés, ils auraient été victimes d'actes meurtriers. Des dépôts de plainte classés sans suite, des jeunes militaires classés déserteurs par leur hiérarchie, c'est inimaginable. Une affaire qui scandalise toute la communauté du Pacifique. Ne pensez-vous pas qu'il y a là un problème? Ou bien est-ce que des moyens ont été mis en œuvre pour les retrouver? La ministre des Outre-mer a assuré à la sénatrice que les armées étaient prêtes à accompagner les familles dans ce drame. S'agissant de Mike Gineste qui était engagé dans la Légion étrangère, je vous informe qu'une procédure a été engagée à une époque où l'armée de terre ignorait le sort qui était le sien. À la lumière des récents éléments de l'enquête judiciaire, la décision de résiliation de contrat pour motif disciplinaire va être rapidement retirée. Je vous indique que les chefs d'état-major de l'armée de terre et de la marine vont adresser aux familles des deux militaires disparus un témoignage de soutien des armées dans la tragédie qui les touche et qu'ils leur proposeront, si elles le souhaitent, des dispositifs d'accompagnement. Mais la sénatrice veut aller plus loin si elle est réélue en septembre. Mais servir la patrie mérite sincèrement bien plus de considération et de suivi dans de telles disparitions. Nos jeunes engagés polynésiens sont très nombreux. Donc il est normal de s'interroger sur un silence pour les familles en attente. Je compte bien, Madame la Ministre, demander une commission d'enquête parlementaire sur des affaires aussi graves au sein de nos armées. Merci. Et il y a aussi ces histoires qui redonnent le sourire. À Tautira, la saga a ouvert sa nouvelle édition en offrant à des enfants une semaine placée sous le signe de la voile, du partage et du dépassement de soi. Parmi eux, Kelly, 11 ans, sourde et muette. Elle nous rappelle que le handicap n'empêche ni de naviguer ni de s'épanouir. Heiroa Tuahu l'a suivi. 7h30 du matin, les enfants sont déjà sur la belle plage du parc Teafa à Tautira. L'heure de bien se réveiller avant de prendre la mer à bord des embarcations. On a accueilli tous les enfants, on a accueilli quelques gouttes de pluie qui étaient là aussi pour la première journée. Mais malgré ça, ça n'a vraiment gêné aucune activité. Hein. Les enfants étaient tellement impatients de retrouver la saga, ils la connaissent la saga, ils en parlent entre eux. Et tout le monde était rempli de bonheur et on les a vus rentrer dès le midi avec des sourires qui touchaient les oreilles. Hein. Aujourd'hui, moi, il fait la voile. Et toujours, moi, il fait mon cœur, toujours. Parmi ces enfants, Kelly, 11 ans, sourde et muette, comme les autres enfants, elle profite pleinement de cette belle aventure. Les enfants sont vraiment tout de suite intéressés, ont été très curieux par rapport à la langue des signes et m'ont questionné comment on dit ci, comment on dit ça. Et puis je leur ai dit si vous ne savez pas, de toute façon vous mimez et elle comprendra. Et en fait là, je la suis plus forcément quand il y a des moments officiels, je vais traduire. Mais sinon les enfants ils se débrouillent entre eux, ils montrent, ils miment et puis ils mémorisent super vite la langue des signes. Donc généralement je montre un signe un jour, le lendemain il réutilise parfaitement. Donc là elle est très bien intégrée dans son groupe. C'est facile pour toi de communiquer avec elle? Parfois parce que je connais quelques mots, mais des fois je demande à Laetitia, sa maîtresse, et des fois j'arrive à parler avec elle. Sur le plan d'eau, chacun avance à son rythme. Le silence de Kelly n'a jamais empêché ses rêves de parler et elle prouve que la détermination parle toutes les langues.
Après l'initiation, place à la compétition. Cette semaine, l'Oceania Tennis Cup rassemble à Papeete 84 joueurs venus de 9 nations du Pacifique. Les rencontres se disputent sur les courts de l'AS Dragon et de l'AS Chonhua. Ce matin, les Tahitiennes affrontaient l'Australie, favorite de la compétition, tandis que les garçons étaient opposés aux îles Cook. Le résumé avec Désiré Taïbaou. L'écart de niveau était attendu, mais les Tahitiennes n'ont pas démérité. Dans le premier simple, Jennifer Lee s'incline en 2-7 face à sa rivale australienne. C'est au tour ensuite de Meheti Abouzi d'entrer en scène. Pour la Polynésienne de 19 ans, le défi est de taille. Opposée à Lakisa Khan, classée parmi les 600 meilleures joueuses mondiales, Meheti Abouzi mesure les exigences du haut niveau. Une expérience précieuse dans un tournoi où chaque rencontre permet de progresser. J'ai quand même essayé de ramener ces balles, de me battre et d'aller chercher toutes ces balles, même si c'était très rapide et bien placé. Mais ouais, elle était plus forte. C'est une opportunité pour nous ici de voir le niveau à l'extérieur et le niveau mondial. Et du coup, je trouve qu'on a toutes bien profité et on a tout appris de nos matchs. Chez les garçons, le match est plus abordable. Reynald Aroa et Antoine Voisin prennent le dessus sur les îles Cook. Solide au service, efficace dans les échanges, ils s'imposent sans trembler. Un nouveau succès qui leur permet de rester invaincus dans cette Oceania Tennis Cup. De bon augure avant des rencontres plus relevées dans les prochains jours. Les Australiens donc, ils sont favoris quand même. Ils ont deux bons joueurs. On les a vus un peu jouer sur les rencontres d'hier et avant-hier. Ouais, ça envoie du lourd, donc il va falloir qu'on soit présent. Prochaine rencontre, demi. Normalement, on ne joue pas contre eux, mais bon, voilà, il va falloir qu'on se mette bien dedans et espérer gagner la demi et aller en finale. Les phases finales de cette Oceania Tennis Cup se disputeront ce week-end. Un rendez-vous important à un peu plus d'un an des Jeux du Pacifique. Pour les joueurs du Fénois, chaque match compte déjà. Changement de décor, cap sur le lagon de Raiatea où une autre partie se joue, celle de la préservation des ressources marines. À Puohine, le comité de gestion souhaite prolonger la zone de pêche réglementée pour 5 années supplémentaires. Les habitants sont invités à donner leur avis dans le cadre d'une enquête publique. Reportage de Jessica Doucet. Préserver le lagon tout en conciliant les usages, c'est l'objectif de la zone de pêche réglementée de Puohine, dont le comité de gestion souhaite aujourd'hui renouveler le dispositif. Avant toute décision, la parole est donnée à la population. Une enquête publique est ouverte pour recueillir les avis et, si besoin, faire évoluer certaines mesures. On a fait quand même une démarche de questions et puis après, c'est une liberté à la population de pouvoir répondre honnêtement et pouvoir un petit peu voir est-ce que nos modifications vont apporter et sonder un petit peu le fond de toute la population. Pas de modification pour les zones protégées, les nurseries à crabes, l'aire marine éducative et le jardin de corail. En revanche, les horaires de pêche et certaines techniques autorisées pourraient être revues afin de simplifier la réglementation. Sur les 2 zones de veille à nain, il y a des points de pêche à la ligne en journée. Avant, c'était de 7h à 11h, de 16h à 18h. Donc nous, on a voulu faire une continuité, de 7h à 18h. Alors au niveau des oursins, donc on a gardé 3 mois dans l'année à ne pas pêcher et donner une plus large ouverture pour les oursins alors. Sur le terrain, les effets se font déjà sentir. Le retour de plusieurs espèces de poissons dans les aires marines éducatives est l'un des résultats les plus marquants. Malgré quelques infractions, le comité de gestion dresse un bilan positif. Justement, je travaille là-dessus pour répertorier des espèces, même des espèces en voie de disparition. Dans ma zone AME, enfin, comme c'est moi qui gère la partie AME où le rahu est posé dessus, il y a une évolution. Et plus de poissons, il y a plus d'espèces aussi. Il y a une espèce endémique qui est remontée à la surface et ça m'a permis de bien observer avec les enfants. Des résultats qui confortent une grande partie des habitants favorables à la poursuite du dispositif. Ils ont jusqu'au 7 août pour faire connaître leur avis avant la décision finale.
C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez juste après votre émission Fa'arutu consacrée à la filière de l'ananas suivie d'au cœur du Heiva. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain soir à la même heure. On se quitte sur ces images du Heiva avec le groupe Tamari i Veirao dans la catégorie Huravatau.